Bien, bonjour, merci. Sopexa, nous sommes une agence de communication et donc par là même, nous sommes en contact avec l'ensemble des opérateurs sur les marchés sur lesquels nous sommes présents. Nous sommes présents dans 24 pays et nous couvrons 50 pays avec l'ensemble de nos agences. Et nous sommes depuis 50 ans des experts en communication pour le secteur agroalimentaire, particulièrement sur le secteur des vins, avec un historique de travail depuis 30 ans avec l'ensemble des interprofessions françaises. Et depuis 5 ans maintenant, nous travaillons également avec les interprofessions du monde entier. On travaille avec les Italiens, on travaille avec les Chiliens, on travaille avec les Espagnols, on travaille avec même les Géorgiens. Donc, vous voyez, du fait de notre implantation, on est amené à intervenir pour des clients de l'ensemble du monde et plus particulièrement pour les approches collectives. Dans ce cadre-là, on a besoin d'informations aussi pour comprendre les évolutions et pour intégrer ça dans nos recommandations de communication. Et c'est pourquoi nous réalisons depuis maintenant une dizaine d'années une étude qui est un peu une étude exclusive en ce sens où elle porte sur l'interrogation des opérateurs eux-mêmes sur leur vente. Pourquoi réaliser cette étude ? D'abord parce que comme on l'a expliqué, le monde du vin est un monde en évolution. Et une des évolutions principales, c'est la diversification des sources d'approvisionnement. La consommation mondiale de vin, aujourd'hui, est de l'ordre de 240 millions d'hectos. C'est à peu près stable dans les dernières années. Mais, dans le même cas, il y a eu un très gros transfert de volume de consommation entre les pays traditionnellement consommateurs qui ont vu leur consommation décroître et de nouveaux pays consommateurs qui, au cours des 15 dernières années, ont vu leur vente se développer. Et en parallèle à ça, des nouvelles sources d'approvisionnement significatives de pays nouveaux ou qui, pour l'instant, consommaient leur propre vin, qui progressivement se sont mis à échanger. Et aujourd'hui, la part des échanges de vin qui vient hors du pays dans lequel les vins sont consommés est de l'ordre de 45%, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 110 millions d'hectos qui viennent d'autres pays. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie évolution avec une compétitivité nécessaire pour pouvoir affronter une concurrence de plus en plus armée avec des schémas complètement différents selon les pays producteurs. Donc pour ça, et le deuxième constat qui a justifié notre enquête, c'est le fait qu'on a encore une industrie qui est extrêmement morcelée, avec des milliers d'opérateurs, et qui n'ont pas forcément les forces commerciales pour aller, comme pourrait le faire L'Oréal, comme pourrait le faire des grosses boîtes d'autres secteurs, qui n'ont pas la capacité d'aller jusqu'au consommateur. Et donc, ils se reposent sur des intermédiaires que sont les importateurs, que sont des agents, que sont des grossistes sur les marchés. Et en fait, ce sont ces gens-là qui réellement sont au contact des consommateurs et font les politiques marketing sur les marchés. Donc pour ça, il nous semblait utile et même indispensable d'interroger ces gens-là sur quelles étaient les tendances qu'ils voyaient pour leur propre vente sur les marchés. Voilà. Alors, on a centré cette étude principalement sur les marchés les plus dynamiques, les plus intéressants pour nous, qui étaient les marchés tiers, donc USA, Canada, Chine, Hong Kong, Japon, et on a gardé un marché de référence, parce que ça fait un moment qu'on ne l'avait pas suivi, qui était la Belgique, pour pouvoir suivre un petit peu et analyser ces tendances-là. La façon dont on a travaillé, c'est un questionnaire online, sur une base de questions relativement simple, et on a interrogé ces opérateurs sur, d'abord, quel était leur portefeuille de produits, quelles origines principales étaient référencées dans leur portefeuille de produits et comment ça a évolué. Deuxièmement, sur la perspective de croissance des différentes origines dans leur vente, à l'heure actuelle et dans les 24 prochains mois.
On les a interrogés sur l'image qu'ils avaient des différentes origines, pour pouvoir mesurer l'importance de ce critère. Et on leur a posé des questions sur 3 aspects: le dynamisme des catégories dans leur vente, le dynamisme des régions d'appellation ou des régions mondiales dans leur vente, et le dynamisme des cépages. Donc on va balayer ça rapidement pour pouvoir arriver à se rendre compte ensemble de quelles sont les tendances qu'ont identifiées ces opérateurs dans l'ensemble du monde. On a interrogé 780 opérateurs, c'est les grossistes, ce sont des agents, des importateurs, des distributeurs, et ce sont des gens significatifs sur leur marché, puisque 48% commercialisent plus de 100 000 bouteilles, et il y en a 30% qui commercialisent plus de 500 000 bouteilles. Donc on a avec ça un panel qui nous permet d'avoir des gens qui effectivement brassent des volumes sur les marchés. La première question qu'on leur a posée concernait leur portefeuille, à savoir combien d'origines avaient-ils dans leur portefeuille. Et bien c'est là où on se rend compte de l'ampleur de la compétition qui existe. Pour ces opérateurs aujourd'hui, en moyenne, ils avaient 8 origines dans leur portefeuille, 8 origines nationales. Si vous multipliez ça par le nombre de sous-régions de produits, vous imaginez la largeur de portefeuille qu'ont ces gens, et donc les choix qu'ils ont à faire dans les produits qu'ils vont commercialiser dans leur vente. Avec en tête dans ces portefeuilles les incontournables, que sont France, Italie, Espagne, qui sont pour à peu près entre 70 et 90% des portefeuilles qui les tiennent. Et puis après, dans un deuxième rang, ce que j'appelle les challengers, qui sont quand même présents entre 45 et 60% des portefeuilles des opérateurs. Et ce sont Chili, Australie, USA, Argentine, Nouvelle-Zélande, Allemagne, Portugal, Afrique du Sud. Donc vous voyez beaucoup de monde dans l'arrière-boutique, en deuxième rideau, et déjà fortement présents, puisqu'ils sont présents quasiment dans 50% des portefeuilles des opérateurs. Donc vous voyez le niveau, le niveau de compétition extrêmement élevé que vous avez vis-à-vis de ces opérateurs qui eux, font les marchés. Et deuxièmement, bon, vous savez que vous avez encore les pays européens aujourd'hui comme étant les pays qui continuent à être la base de constitution des portefeuilles pour 90% des opérateurs. Deuxième question on a posée concernant l'évolution des ventes de vin. Quelles ont été les 3 principales origines en volume dans vos ventes en 2017? La bonne nouvelle, puisque ces opérateurs nous disent qu'aujourd'hui, ce sont effectivement encore France, Italie, Espagne, qui ont été ceux qui ont tiré leur vente au cours de l'année 2017. Alors, c'est une moyenne sur l'ensemble des pays, et on a posé la question sur l'évolution de leur vente, de ce qu'ils prévoyaient sur les 24 prochains mois. Et là, si la France reste en tête dans l'augmentation prévisible pour l'ensemble de ces opérateurs, les scores qu'elle réalise sont moins significatifs, et on voit qu'on a un challenge, et on va regarder ce challenge par pays pour voir si on a la même réalité sur l'ensemble des marchés, ce qui n'est pas le cas. En Belgique, France restera en tête, mais fort challenge de l'Espagne et d'Italie, qui, sur un marché qui nous était complètement acquis, où on avait 60% de part de marché pendant très très longtemps, et aujourd'hui est en train de chercher des alternatives sur le marché, et il les trouve principalement dans les autres pays européens. Deuxième marché qu'on regarde, le Canada, qui nous semblait jusqu'à présent un marché complètement acquis à l'offre française, et on s'aperçoit aujourd'hui que l'Italie est devenue un véritable challenger.
C'est déjà celui dans l'étude, on avait regardé en 2017, le pays qui progressait le plus dans le ventre des opérateurs. Et en termes de prévision, aujourd'hui, ces opérateurs nous disent le pays qui va performer sur le marché, ça va être l'Italie. Donc on a sur ce marché-là, et en deuxième position, l'Espagne. Et la France n'intervient qu'en troisième position, à égalité avec les USA. Donc on est sur un marché qui est relativement mature pour les vins français, sur lequel les opérateurs et les consommateurs semblent avoir fait un petit peu le tour aujourd'hui de l'ensemble de l'offre française, qui trouve certainement moins dynamique et moins intéressante. D'autre part, on a un marché tout à fait particulier lié au monopole qui, lui, se donne des exigences de renouvellement de l'offre vis-à-vis de ses consommateurs. Et donc, on a un marché sur lequel on devra être particulièrement vigilant dans les prochaines années pour pouvoir justement adresser ce phénomène de concurrence. Troisième élément de marché, les États-Unis. États-Unis, la France reste, pour ses opérateurs, le pays qui va le plus performer au cours des 2 prochaines années. Ça a été le cas en 2017. Ça tient principalement à 2 phénomènes. Le phénomène de premiumisation qui continue sur le marché américain et pour lequel les opérateurs trouvent plus facilement des produits qui les intéressent aujourd'hui en Europe, et particulièrement en France. Et puis c'est lié au succès de typologies de vins actuellement sur le marché américain, que sont les vins rosés, que la Provence a parfaitement réussi à saisir et qui fait des croissances absolument phénoménales sur ce marché-là. On dit qu'à terme, peut-être cette année, on vendra plus de vins de Provence que de vins de Bordeaux sur le marché américain. Et deuxièmement aussi, d'autres catégories de vins, comme les vins de Loire, les vins blancs, qui ont rencontré aussi un succès aujourd'hui auprès des opérateurs et des consommateurs, et qui fait que ce sont des catégories, au même titre qu'un peu les effervescents, qui entraînent l'ensemble des ventes de vins français sur le marché américain. Troisième marché référent, la Chine. Donc la Chine, c'est un marché qui est devenu très très important pour les ventes françaises. C'est un marché où on a bénéficié du fait que l'image de la France, au moment où la Chine a commencé à consommer du vin, était l'image idéale. Bordeaux s'est engouffré là-dedans, a très bien travaillé pour en profiter. Et l'ensemble des régions françaises derrière ça a suivi. Aujourd'hui, on arrive à un point de questionnement et j'allais dire d'interrogation sur ce marché-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a une conjonction de phénomènes. Le premier, c'est que le vin qui a été pendant très très longtemps plutôt un objet de cadeau qu'un objet, et donc un objet reçu plutôt qu'un objet choisi, est devenu aujourd'hui, à cause de la politique de Xi Jinping, qui a pour lutter contre la corruption, a limité toutes ces possibilités d'offrir des cadeaux, et donc ça a affecté particulièrement le secteur du vin. On est arrivé dans une consommation choisie, c'est-à-dire que c'est les consommateurs maintenant qui veulent et qui payent le vin qu'ils achètent. Et donc la démarche, non seulement intellectuelle, mais concrète, est complètement différente pour les opérateurs. Et on se trouve un petit peu dans les limites de l'exercice par rapport à nous, qui avons sur ce marché-là, et comme sur tous les marchés d'ailleurs, en général, une politique moins affûtée en termes de marketing commercial. Et on voit aujourd'hui des pays qui sont beaucoup plus préparés dans cette optique, comme les Australiens, avec des très grosses entreprises, des très grosses marques, avec un rouleau compresseur d'activités d'accompagnement en ce qui concerne la formation, l'accompagnement commercial, et des politiques de marque beaucoup plus claires sur le positionnement des produits et les gammes de produits, qui sont en train de, nous tailler les croupières. Et je pense qu'on a des questions à se poser sur ce marché-là, d'une façon globale pour l'offre française,
tout le monde y a été aujourd'hui de son côté, j'allais dire, en disant de toute façon on s'engouffre et on suit. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a une nécessité de réflexion pour redonner un petit peu des éléments d'avantage de l'offre française sur ce marché-là, pour pouvoir poursuivre cette dynamique de progression, parce que c'est un marché avec un potentiel fabuleux. Il y a une classe moyenne qui est en plein développement et qui va arriver sur le marché. Et donc, c'est certainement en termes de volume, taille de marché en volume, le marché qui reste le plus prometteur dans le monde. Mais il va falloir bien jouer le jeu pour pouvoir conserver cette place de leader sur le marché. Hong Kong, lui, c'est un marché périphérique qui a des particularités tout à fait spécifiques. D'abord, ça a été pendant très longtemps une porte d'entrée quand même, mais c'est un pays riche, c'est un pays très ouvert en termes de culture. Et là, on voit très bien qu'aujourd'hui, sur ce marché-là, il va falloir aussi être plus aguerri, même si on a des bonnes informations de la part des opérateurs, et notamment à cause de l'excellent travail qui a été fait par les Bourguignons et par le succès des Pinots Noirs sur le marché. Mais il y aura quand même du boulot à faire. Et le Japon, pour terminer, le Japon qui est un marché avec un développement de la consommation assez lent, finalement. On est toujours avec des consommations de 3 litres par an et par habitant. Donc ce n'est pas un produit qui est intégré vraiment dans la culture de consommation, donc qui reste un produit relativement marginal, sur lequel on a, mais qui est présent depuis de très nombreuses années sur le marché, et qui a des attentes peut-être plus spécifiques. Et là, je parlerai produits bio, produits naturels. C'est vraiment une des demandes parmi les plus fortes exprimées par les opérateurs et les consommateurs sur le marché japonais, en liaison, bien sûr, avec des qualités de produits et des produits prestigieux. Alors, voilà. Donc, deuxième point qu'on étudie, c'est le thème de l'image. Le thème de l'image est vraiment un point déterminant dans les comportements des consommateurs sur ce type de produit. Pourquoi ? Parce qu'on a dit que c'était un produit d'envie, c'est un produit de prestige, c'est un produit de lifestyle. Et dans ce contexte, les choix des consommateurs, dans les premiers critères de sélection, ça sera l'image du pays qui les décideront à pouvoir acheter les produits. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant pour nous de suivre quelle est la perception des différents pays. Et pour cela, on présente un certain nombre de critères d'image, l'image générale, mais aussi des critères sur les vins pour les grandes occasions, des vins pour tous les jours, des vins qui communiquent régulièrement d'une façon en campagne de marque, campagne collective, des vins qui ont un marketing et une activation des ventes intéressante, des vins qui ont une constante de la qualité gustative, des volumes disponibles, l'attractivité du prix, la prise en compte du développement durable, la capacité d'adaptation et la dimension innovation. Alors, la bonne nouvelle, c'est que 64% des répondants jugent que les vins français sont les plus performants. Donc, en termes d'image globale, l'origine France performe bien au-delà de l'ensemble de ses concurrents. Et ça reste un élément clé qui, pour moi, explique aussi le succès des vins français sur l'ensemble des marchés, que ce soit auprès des opérateurs ou que ce soit auprès des consommateurs. Si on regarde les critères sur lesquels on est les plus forts, c'est les vins pour les grandes occasions, les actions de promotion collective et les campagnes de communication collective, la prise en compte du développement durable et la capacité d'adaptation aux attentes des consommateurs. Donc, ce sont des points sur lesquels on nous reconnaît, les opérateurs, puisque là on interroge les opérateurs, reconnaissent à la France une supériorité par rapport à l'ensemble des concurrents. Par contre, sur les critères attractivité des prix, vin pour tous les jours, innovation dans l'offre,
on est distancé sur les critères plutôt pris par Espagne et Chili, auxquels on reconnaît la capacité de fournir des vins de bonne qualité de volume, et puis la dimension innovation, particulièrement pour les Australiens et les Américains. Alors, je vais accélérer. Voilà, parce que je dépasse le temps déjà. Oh, désolé. Alors, je vais passer aux critères, parce que je vous avais proposé pour les USA, mais vous l'aurez dans le dossier. Donc, importance des différentes catégories de vins. On a demandé à ces opérateurs quelles étaient pour vous les catégories qui allaient le plus progresser dans leur vente. Si on regarde historiquement, il y a 2 ans, c'était vin premium, vin de cépage, pour l'ensemble de ces opérateurs qui dominaient, et en 3e catégorie, les vins des régions. Aujourd'hui, on a un bouleversement pour eux qui correspond à cette recherche, je pense, de produits de niche ou de produits plus spécifiques. Et les 4 premiers critères, on voit vins régionaux. Donc cette notion de région aujourd'hui, qui est une notion très européenne et très bien acceptée dans les pays européens, aujourd'hui, c'est une notion aussi qui a essaimé et qui est devenue un critère jugé très intéressant par les opérateurs du monde entier. 2e critère, bio et biodynamie. Les opérateurs jugent que c'est, dans les 24 prochains mois, des catégories de vins qui vont progresser le plus dans leur offre. 3e critère, les vins de cépage restent quand même, une dimension sur ces marchés-là importants, et vins rosés. Alors, on a posé une question aussi sur les dispositifs connectés. Aujourd'hui, la relation et la possibilité de connecter auprès des consommateurs est très importante, et on leur a demandé quelle était l'importance pour eux dans leur activité, à 2 titres. Un, dans leur supply chain, et deuxièmement, dans l'attitude de leurs consommateurs. Et il s'avère que là, on a des choses assez différentes selon les marchés. Et les marchés les plus avancés là-dessus, c'est le marché chinois, avec une démarche qui est de plus en plus intégrée d'une digitalisation des produits pour pouvoir servir de base d'information à la fois aux trades et aux consommateurs, pour 2 aspects. Un, sur l'aspect traçabilité, puisque comme vous le savez, sur le marché chinois, beaucoup de copies, et la traçabilité est un élément clé. Et deuxièmement, sur la capacité de retrouver le produit dans d'autres circonstances. Donc les QR codes sont maintenant utilisés d'une façon extrêmement importante par l'ensemble des opérateurs. Aujourd'hui, 9 des 10 plus gros opérateurs vins en Chine ont déjà déployé sur une partie de leur stock l'attribution d'un QR code unique à chaque bouteille. De ce fait-là, ça permet au consommateur qui va dans un restaurant de scanner le QR code et de pouvoir, dans la continuité, commander directement, puisqu'on est passé du O plus O maintenant, du online plus online, à une possibilité maintenant pour le consommateur de commander directement sa bouteille qui lui sera livrée dans les 2 jours. Donc maintenant, c'est déjà une réalité en Chine. Et donc, il y a un niveau d'avancement aujourd'hui des opérateurs chinois sur cette dimension de proximité et de capacité de pouvoir retrouver les produits qui est très avancé par rapport à l'ensemble des marchés. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont regarder du côté chinois dans les prochaines années pour pouvoir répondre à ce point-là. Je vous passe la petite vidéo. Et puis, la question suivante qu'on a posée concernant les régions. Quelles sont pour vous les régions de vin dans le monde qui vont le plus progresser dans vos ventes? Vin blanc, les leaders, Loire, Nouvelle-Zélande, Languedoc-Bordeaux, qui correspond d'abord Nouvelle-Zélande, qui est vraiment aujourd'hui la région qui a réalisé un sans faute
sur le développement de ses ventes de son Sauvignon blanc sur l'ensemble des marchés. C'est devenu maintenant la référence, mais bon, la Loire en parallèle les attribue. Vous voyez le positionnement de votre région dans ce classement. En rouge, les régions françaises restent les leaders, avec Bordeaux, Languedoc, Côte-du-Rhône, Bourgogne, et puis derrière, Australie, Espagne, Chili. Autre question qu'on a posée, c'est le dynamisme des cépages. Donc sur les cépages, quels vont être dans les 24 prochains mois les cépages de vin tranquille dont la demande va le plus augmenter dans votre offre? Alors là, un peu moins de surprise. Les cépages internationaux gardent le lead. Vous retrouvez Cabernet, Sauvignon, Chardonnay, Pinot Noir, Merlot en tête. Et ce qui est intéressant, c'est de voir un peu les évolutions qu'il y a derrière et les cépages qui montent. Il y a 4 ans, on avait vu le cépage argentin qui était monté. Il y a 2 ans, c'était le Grenache qui montait. Aujourd'hui, dans ce qu'on décèle, et particulièrement sur le marché américain, c'est le chenin blanc, dans les cépages blancs, qui semble être un des cépages qui intéresse le plus en ce moment les opérateurs comme un potentiel de booster et de développement. Voilà ce qui concerne la présentation des résultats. J'avais éventuellement un mot à vous dire sur les États-Unis et le consommateur, mais on le fera peut-être dans le cadre de questions après, si vous le souhaitez.